Il n'arrive pas à calmer ses pulsions. C'est plus fort que lui. C'est ancré dans sa tête, dans son esprit. Aussi loin qu'il s'en souvienne, il a toujours été comme ça. Il a besoin de faire du mal, de torturer, de tuer. Est-ce qu'il est un psychopathe ? Il ne le sait pas. Il a une femme et un fils qui l'aiment, une jolie maison à la campagne. Il est avocat, mais il a ses envies. Ces envies horribles qui lui procurent du plaisir. La première fois qu'il a ressenti ça, c'était quand il était gamin. Lorsqu'il jouait avec sa voisine Jenny, ils étaient partis se balader au bord de la rivière. Les rochers étaient mouillés, Jenny a glissé et s'est fracturé le crâne en tombant violemment. Lorsqu'il a vu son corps inerte, gisant devant lui, et le sang qui s'écoulait de sa blessure, c'est comme si un petit interrupteur en lui avait toujours été baissé en position off, et que d'un coup, ce petit bouton avait été relevé, mettant en route ses envies macabres. Il fallait qu'il ressente ça de nouveau. Il voulait faire couler le sang de ses propres mains, et voir un être le supplier d'arrêter, autant avec ses yeux qu'avec sa voix. Mais il n'a jamais eu le cran de le faire. Finir sa vie en prison, ce n'est pas vraiment quelque chose qui le branche. Il a donc mis ses désirs de côté, et a continué sa vie à peu près normalement. Il a grandi, fait des études, il est devenu un bon avocat. Il a rencontré une femme dont il est tombé amoureux, et elle lui a offert un fils merveilleux. Sa vie était parfaite, du moins en apparence. Il manquait toujours ce petit truc. Ce sentiment qu'il avait ressenti enfant était toujours là dans un coin de sa tête. Il n'avait jamais replacé l'interrupteur sur off. Puis un jour, c'est arrivé. Il a franchi le cap. Il a repéré cette femme qui sortait de son travail. Tous les soirs à la même heure. Sa voiture était garée dans un parking souterrain, démuni de caméras de surveillance. Il avait lui-même vérifié ces informations, durant les 2 derniers mois où il avait étudié les habitudes de sa victime. Il a vérifié qu'il n'y avait personne. Il est arrivé derrière elle et a placé sa main sur la bouche de la femme. Elle s'est débattue. Il s'attendait à cette réaction. Il était préparé. Ça faisait des années qu'il l'était. Il n'a donc pas eu de mal à la maîtriser, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance et la mette dans le coffre de sa voiture. Il savait déjà où il allait l'amener. Il lui fallait un endroit isolé, mais pas trop loin de chez lui, pour qu'il puisse gérer la situation. Quoi de mieux qu'une vieille bâtisse isolée à l'orée d'une forêt pour ça ? Il a garé sa voiture devant la dite bâtisse et est sorti du véhicule. Il fallait qu'il fasse vite, avant que sa proie ne se réveille. Il a ouvert son coffre, pris la jeune femme inconsciente dans ses bras et l'a emmenée dans la bâtisse à la peinture rouge écaillée. Là-dedans, il avait tout ce qu'il faut. Les chaînes étaient solides, elle ne pourrait pas partir. Il l'a attachée et bâillonnée, puis est sorti en prenant soin de bien fermer la porte derrière lui. Il a pris quelques secondes pour profiter de l'air frais sur son visage et prendre une profonde aspiration. Ça y est, il l'avait fait. Il avait enfin un jouet avec lequel il allait pouvoir s'amuser. Il est remonté dans sa voiture et la gara 100 mètres plus loin, dans l'allée de son garage, et rentra chez lui retrouver sa femme paisiblement endormie dans le lit conjugal. Cette nuit, il allait dormir comme un loir. Les jours et les semaines passèrent. Il allait très souvent à la grange pour faire du bricolage. Enfin, c'est ce qu'il avait dit à son fils. Il faisait subir à cette pauvre femme des choses tellement horribles que je n'ose pas vous les détailler ici. Elle ne pouvait pas hurler pour le supplier d'arrêter. Au début, c'était parce qu'il lui avait fourré dans la bouche tout un tas de choses, comme du papier journal ou même des chaussettes. Puis ensuite, c'est parce qu'elle avait perdu toutes ses forces. Plus aucun son ne voulait sortir de sa bouche. Il ne lui restait que ses yeux pour l'implorer. Il adorait ça. C'est ce qu'il avait toujours voulu voir. Les choses étaient parfaites selon lui. Il avait toujours sa femme et son fils qu'il aimait et ne se doutait de rien. Même lorsqu'il a vu au journal télévisé qu'un avis de recherche avait été lancé pour sa « chose », comme il aimait l'appeler, ça ne l'a pas inquiété. Tout ce qui en ressortait, c'est que la police n'avait aucune piste et qu'aucun témoin ne s'était manifesté. Tout était parfait. Jusqu'au jour où son fils a commencé à parler d'un fantôme qui criait la nuit et qui lui faisait peur. Il a même dû sortir en pleine nuit parce que cette garce hurlait comme une truie. Un cri presque inhumain. Armé d'une batte de baseball, il est parti en direction de la grange. Aussitôt la porte passée que les hurlements cessèrent. Son fils était fier de lui. Son papa avait le pouvoir de faire peur aux fantômes, et pour sa femme qui ne croyait pas aux fantômes. C'était un mari courageux qui avait mis fin au supplice d'un pauvre animal mortellement blessé, qui avait trouvé refuge dans la vieille grange. Il avait échappé belle pour cette fois, mais est-ce que ce sera toujours le cas ? Il ne pouvait pas en être certain. Il était temps. Le moment était arrivé. Ce moment qu'il redoutait tant. Il fallait qu'il se débarrasse de son jouet. Ce scénario se répéta les jours suivants. Il n'allait pas pouvoir mentir longtemps à sa femme. Elle semblait se douter de quelque chose, et son fils était terrorisé. Il fallait agir vite. Un matin, en prenant son café avant de partir travailler, il regarda son fils à la mine fatiguée et lui dit « Ne t'en fais pas. À partir de ce soir, la dame qui crie ne te fera plus peur. » La journée passa à une vitesse folle. Au beau milieu de la nuit, quand il était sûr que tout le monde dormait, il est sorti.
Il avait tout préparé et caché dans un coin. Scie, bouteille d'eau de javel, sac de chaux, pelle, grand sac poubelle et vêtements de rechange. Il était temps d'en finir. Il entra dans la grange et commença son nettoyage. Au bout de 2 heures, il est sorti mettre les 3 sacs poubelles dans le coffre de sa voiture, qu'il avait garé tout près, et parti en direction de la forêt. Ça y est, c'est fini. Son jouet était enterré profondément. De la chaux et de la terre le recouvraient. Il rentra chez lui, fatigué et attristé, puis se coucha auprès de sa merveilleuse femme. Au petit matin, une tasse de café à la main, il vit son petit Thomas descendre de sa chambre, et avec un sourire bienveillant, il lui dit « La dame ne t'embêtera plus maintenant. » J'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé. J'ai un mari aimant et plein d'attention. Un merveilleux fils qui me rend fier tous les jours. Une belle et grande maison. Un travail dans lequel je me sens épanouie. Et en plus de ça, j'ai une santé de fer. Je n'ai vraiment aucune raison de me plaindre. Je pourrais être beaucoup plus mal lotie. Pourtant, j'ai besoin de me confier. Voyez-vous, si on pouvait comparer ma vie à un magnifique ciel bleu, eh bien, il y aurait aussi ce petit nuage gris. Vous savez, celui qui passe de temps en temps et qui vous cache le soleil pendant un instant. Cette métaphore résume assez bien ma vie. Parfaite, mais avec ce petit nuage qui vient assombrir cette dernière de manière ponctuelle. J'espère que je ne vous perds pas avec toutes mes phrases imagées. Ce n'est pas mon but. J'essaie seulement d'enrober un peu la chose que je m'apprête à confier, pour me donner l'impression qu'elle n'est pas si horrible que ça. Ce petit nuage gris, c'est mon mari. Je l'aime, ce n'est pas ça le problème, mais c'est un psychopathe. Je vous rassure, il n'a jamais été violent envers moi ou même envers notre fils. Non, fort heureusement. Je ne serais plus avec lui si c'était le cas. Mais vous voyez, il a certaines pulsions. Il aime torturer et tuer des êtres vivants. Je tiens à préciser qu'il ne sait absolument pas que je suis au courant. À vrai dire, ça ne fait pas longtemps que je sais tout ça. J'ai remarqué un changement de comportement de sa part il y a quelques semaines. Il est avocat et par conséquent, ça lui arrive de rentrer tard à la maison, mais jamais au minimum 5 soirs par semaine. Même quand il ne travaillait pas, il trouvait 1000 excuses pour sortir le soir. Un collègue qui a besoin de lui pour une affaire délicate, un ancien ami du lycée revenu en ville et qui lui donne rendez-vous dans un bar. Tous les prétextes étaient bons pour sortir le soir et rentrer à pas d'heure. Une idée a fleuri naturellement dans ma tête. Il a une maîtresse. C'était sûr et certain pour moi. Mais comme je me suis trompée. Je me suis même dit que j'aurais préféré qu'il en ait une plutôt que sa passion morbide. Un soir, je n'en pouvais plus. Je voulais savoir. Alors, j'ai pris la décision de le suivre. Mon fils passait la nuit chez ses grands-parents, alors j'ai suivi mon mari en voiture. Nous avons roulé quelques minutes, environ une vingtaine. Je l'ai vu rentrer dans un parking souterrain, mais je ne l'ai évidemment pas suivi avec ma voiture. Il m'aurait aussitôt repéré. J'ai donc pris la décision de me garer dehors et de descendre à pied. Il n'y avait pas beaucoup de voitures dans le parking. Je n'ai donc pas eu de mal à le repérer. Je me suis cachée et j'ai attendu. Au bout de 2 heures, une femme est arrivée dans le parking. Elle s'est dirigée vers sa voiture. J'ai vu mon mari sortir discrètement et avancer vers elle. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Ça y est, j'ai ma réponse. Il me trompe avec cette sublime femme plus jeune que moi. J'allais me mettre à pleurer quand tout à coup, un frisson d'horreur m'a parcouru l'échine. Qu'est-ce qu'il fait à cette femme ? Je me suis dit. Il l'a attrapée par derrière et l'a enfermée dans le coffre de sa voiture. Prise de panique, je suis sortie du parking. J'ai récupéré ma voiture et je suis partie à toute vitesse pour rentrer chez moi. Je ne comprenais pas ce que je venais de voir. C'était surréaliste. Qu'est-ce qu'il comptait faire à cette femme ? Je suis finalement arrivée chez moi encore toute retournée. Et j'ai décidé de faire comme si de rien n'était. Peu de temps après, j'ai entendu une voiture arriver dans notre jardin. Je me suis mise à la fenêtre de notre chambre, la lumière éteinte, pour ne pas me faire repérer et j'ai observé. C'était évidemment mon mari qui est rentré. Mais il ne s'était pas garé dans l'allée du garage comme à son habitude. Non. Là, il a traversé tout le jardin pour aller se garer devant la vieille grange. Il est sorti, a ouvert la porte de la grange, et il a ouvert le coffre de sa voiture. La femme était toujours dedans. Elle était inconsciente apparemment, ou même pire. Puis il est entré dans la grange avec elle. Au bout de plusieurs longues minutes, il est ressorti, et s'est dirigé vers sa voiture pour finir par la garer à son emplacement habituel. Je me suis empressée de me coucher, et de faire semblant de dormir. Je ne croyais toujours pas ce que je venais de voir. Tout le stress et la peur que j'ai ressentis ce soir m'ont assommée et je me suis endormie comme une souche ce soir-là. Les jours sont passés, et mon mari a encore une fois changé de comportement.
Il ne passait plus ses soirées étant libre au travail ou à la rencontre de vieux copains. Non, non. Maintenant, il passait son temps libre dans la grange, prétextant qu'il l'a retapé. Il a interdit à notre fils d'y mettre les pieds. Trop dangereux avec tous les outils qui traînent selon lui. De mon côté, je ne disais rien. Je n'ai absolument pas changé de comportement. J'aurais pu être curieuse et aller voir dans cette fameuse grange. Mais non, je n'y ai pas mis les pieds. Quoi qu'il y fasse là-bas, je ne voulais pas le savoir. Mais les choses se sont un peu gâtées. Les hurlements ont commencé à se faire entendre la nuit en provenance de cette grange. Au début, c'était quelques cris par-ci par-là. Mais au bout d'un moment, ça durait pendant des heures. À tel point que notre petit Thomas est venu nous voir d'un air apeuré, pour nous dire que le fantôme de la dame lui faisait peur. Mon mari est alors sorti, et est parti en direction de la grange. À peine avait-il passé la porte que les cris ont cessé. Mais cela a continué, nuit après nuit. Notre fils était terrorisé. Il avait la mine fatiguée, il ne dormait plus. Un matin, alors que j'étais dans le salon, j'ai entendu mon mari parler à notre fils. Ne t'en fais pas. À partir de ce soir, la dame qui crie ne te fera plus peur. J'ai immédiatement compris ce qu'il allait faire. Des dizaines de questions se bousculaient dans ma tête. Est-ce qu'il faut que j'aide cette femme ? Dois-je dénoncer mon mari à la police ? Que fera-t-il s'il sait que je suis au courant des atrocités qu'il fait subir à cette femme ? Mais encore une fois, j'ai décidé de ne rien dire. Le soir même, tard dans la nuit, mon mari est sorti de la maison. Il a pris sa voiture et l'a garée à côté de la grange. Il est entré à l'intérieur. Et au bout d'un très long moment, il en est sorti avec un sac. Puis il est de nouveau rentré dans la grange et est de nouveau sorti avec un autre sac. Vous vous doutez de ce que contenaient ces sacs, n'est-ce pas ? Il a répété cette opération plusieurs fois. Il a fermé le coffre et est parti dans la forêt qui borde notre jardin. Un nœud s'est formé dans mon estomac. Ça y est, c'est fini. Il a perdu son jouet. Vous devez me trouver monstrueuse. Un être humain était en danger et je n'ai rien fait. Elle a vécu les pires atrocités pendant des semaines, en partie à cause de moi et de mon inaction. Mais en toute franchise, mieux vaut elle que moi. Et si mon mari se trouve un nouveau jouet, j'espère qu'il sera moins bruyant que celui-là. Thomas a 10 ans. Il vit avec ses parents dans une grande maison ancienne près d'une forêt. Le terrain des parents de Thomas compte près de 2 hectares. Autant vous dire que Thomas a énormément de place pour jouer. Cependant, il n'ose plus jouer dehors. Enfin du moins, il n'ose plus s'aventurer trop loin de la maison. Il n'est pourtant pas peureux, mais depuis quelque temps, il a peur. Sur le terrain, à environ 200 mètres de la maison, se trouve une grange. Une vieille grange, en très mauvais état. Son papa n'a pas le temps de la remettre à neuf à cause de son travail, mais il essaie d'arranger les choses quand il a du temps libre. Il y passe beaucoup de temps quand il ne travaille pas. Mais Thomas a toujours peur. La grange paraît immense à côté de la petite taille de l'enfant. Ce n'est pas vraiment à cause de son aspect que la grange terrifie Thomas, mais plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Thomas entend depuis quelques semaines des bruits venir de la grange, surtout la nuit. Il entend des grattements. Il en a parlé à son papa, mais celui-ci lui a répondu qu'il y avait énormément d'animaux dans la forêt, et que parfois la nuit, ils s'aventurent hors du bois. C'est sûrement eux qui font du bruit en grattant la porte de la grange, attirés par l'odeur des réserves de graines pour les chevaux. Les paroles de son père n'ont pas réussi à calmer totalement la peur de Thomas, mais il ose jouer un peu plus près maintenant. Toutefois, son papa lui a interdit d'entrer dans la grange. C'est beaucoup trop dangereux. Il y a des objets tranchants. Il ne vaudrait pas que Thomas se blesse. Une fin d'après-midi, après être rentré de l'école, Thomas a décidé d'aller jouer dehors, comme il avait l'habitude de le faire. Sa maman était habituée et n'a donc pas prêté attention où Thomas se rendait. Avec prudence, l'enfant avançait en direction de la grange. Dans sa tête, le plan était simple. S'il arrivait à toucher la porte de la grange, alors il n'aurait plus de raison d'avoir peur. Son plan était à toute épreuve selon lui. Timidement, l'enfant approche de la bâtisse à la peinture rouge écaillée. Et au moment de tendre la main, il entend du bruit. Une voix étouffée et terrifiante lui parvient jusqu'aux oreilles. Il hurle, fait immédiatement demi-tour et part en courant. Alerté par les cris de son fils,
La mère de Thomas sort immédiatement de la maison et se précipite à la rencontre de son enfant. Il lui demande toute paniquée ce qu'il ne va pas. Thomas lui explique qu'il a entendu du bruit dans la grange. Une voix. Il est sûr que c'est un fantôme. Mais mon chéri, tu sais que les fantômes n'existent pas. La maman de Thomas essaie de la rassurer comme elle peut, mais rien n'y fait. L'enfant a peur. Le soir même, Thomas est allongé dans son lit, couverture montée jusqu'aux oreilles. Il pense que le fantôme de la grange va venir le voir. Mais c'est la fatigue qui aura raison de lui, et finit par s'endormir rapidement. Mais au milieu de la nuit, il est réveillé par des cris affreux. Une femme hurle, et il en est sûr et certain. Ce cri vient bien de la grange. Il fit réveiller ses parents, qui entendent eux aussi les cris. Le papa de Thomas attrape une batte de baseball, ainsi qu'une lampe torche, et file en direction de la grange. Thomas est avec sa maman, et tous les deux ont peur. Au moment où le papa de Thomas entre dans la grange, les cris cessent. Thomas est très fier. Son papa a le pouvoir de faire peur aux fantômes. Toute la famille retourne se coucher et dort à point fermé jusqu'au matin. Sauf que ce scénario se répète le lendemain, puis le jour d'après. La dame qui crie, comme l'appelle Thomas, continue de lui faire peur. Les hurlements sont de plus en plus forts et perçants. En voyant la mine fatiguée et apeurée de Thomas, son père lui dit « Ne t'en fais pas. À partir de ce soir, la dame qui crie ne te fera plus peur. » Le soir même, Thomas est au lit. Il entend du bruit en bas, et en regardant par sa fenêtre, il voit son papa partir en direction de la grange. Les minutes passent, puis au bout de 2 heures, le papa de Thomas ressort de la grange, avec des grands sacs qu'il met dans sa voiture. Il allume le moteur, et part en direction de la forêt. Thomas est trop fatigué, il finit par aller se coucher. Le lendemain matin, il retrouve son papa dans la cuisine en train de boire son café. Ce dernier lui lance un sourire bienveillant et lui dit « La dame ne t'embêtera plus maintenant. » Et c'est vrai. Depuis que le papa de Thomas a emmené les sacs loin de la grange, la dame qui crie ne s'est plus manifestée. Et Thomas peut à nouveau dormir sur ses 2 oreilles.